En fait, pas mal de choses. Cette année, pour différents clients, j'ai dû me plonger sur le sujet et j'ai découvert des choses très intéressantes. De quoi à la fois bousculer les idées reçues et comprendre comment mieux positionner son produit ou service. Et la première idée reçue à combattre, c'est l'idée que les vieux sont pauvres. Voyons plutôt. Plus de la moitié de la consommation française est réalisée par les seniors. 3/4 d'entre eux sont propriétaires de leur logement. Leur taux d'endettement est parmi les plus bas, leur épargne est importante. Oui, leurs pensions de retraite peuvent paraître faibles, avec en moyenne 1 450 € par mois. Mais ce n'est pas là la seule source de revenus, puisque le revenu moyen s'élève à 25 000 € par an. Tous ne touchent évidemment pas cette somme. Pour certains, c'est bien moins. Néanmoins, parmi toutes les tranches d'âge, c'est chez les vieux que le taux de pauvreté est le plus bas. Et l'immense majorité des vieux, sans être riches, sont loin d'être pauvres. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les vieux qui sont pauvres, ça existe. Et d'ailleurs, souvent, ils cumulent d'autres fragilités. Mais c'est loin, très loin d'être la majorité des cas. Après, on peut se poser la question si c'est suffisant pour payer un EHPAD, par exemple. Mais non seulement c'est oublier que la majorité des personnes n'iront jamais en EHPAD, et c'est oublier que la richesse des vieux n'est pas tant au niveau de leurs revenus, mais de leur patrimoine. Patrimoine qu'ils ne sont pas prêts à rendre liquide pour payer la maison de retraite, parce que là, on touche à un aspect psychologique très important chez les vieux, l'attachement à la propriété. Seconde idée reçue à combattre, les vieux seraient radins. Et c'est vrai que si on analyse leur consommation, comme on le fait dans ce podcast, on se rend compte qu'ils n'ont pas les mêmes postes de consommation que nous. Accordons moins de leur budget aux sorties, à l'habillement, à la mobilité, et plus à l'alimentation ou la santé. Par ailleurs, ils se déclarent plutôt prévoyants et admettent faire attention à leurs dépenses. Néanmoins, ce sont aussi de grands donateurs. Maintenant, on va répondre à deux petites questions. Pourquoi il y a de telles différences en matière de richesse, et est-ce que les futures générations seront plus pauvres que celles d'aujourd'hui? La réponse à la première question peut sembler assez évidente, puisque ce sont le genre, les femmes de ces générations ont moins travaillé au sens d'occuper un emploi, la catégorie socio-professionnelle et l'âge, plus vous êtes vieux, moins vous êtes riche, qui sont déterminants. Et je vais revenir sur ce troisième élément, il y a deux manières de voir cet effet de l'âge. Premièrement, vieillir vous appauvrit. Et c'est vrai qu'en vieillissant, vous avez plus tendance à utiliser votre épargne, voire liquider votre patrimoine immobilier, que à créer du nouveau. Mais après tout, c'est assez logique. Et c'est clairement inutile d'être le plus riche du cimetière. Seconde manière de voir les choses, l'âge c'est aussi un indicateur de génération. Et les générations se succèdent toujours plus riches les unes que les autres. Et je sais très bien que cette idée nous heurte, puisqu'on a l'impression que les générations se succèdent plus pauvres les unes que les autres. Mais jusqu'à maintenant, et ça va continuer, c'est l'inverse. Donc non, les générations de baby-boomers qui arrivent aujourd'hui et demain à l'âge de la vieillesse ne sont pas plus pauvres que leurs parents, bien au contraire. Peut-être que cette richesse, même supérieure, ne suffit pas à vivre au niveau de vie auquel ils aspirent, mais ça, c'est un autre sujet. Bon, voilà quelques données chiffrées, et si ça permet de remettre les choses en perspective, ce n'est pas là le plus intéressant. Le cœur du sujet est évidemment la psychologie des vieux vis-à-vis de l'argent. Et là, soyons très clairs, les vieux, ça n'existe pas. Il n'y a pas qu'une seule manière de considérer l'argent, mais de multiples. En fonction de la personne à qui vous vous adressez, à qui vous dessinez votre produit ou service, vous pourrez toucher des groupes de vieux au rapport très différent à l'argent. Par conséquent, prenez ces trois traits psychologiques que je vous présente comme des généralités. Et gardez à l'esprit qu'il est possible que, chez les personnes à qui vous vous adressez, il s'avère que les choses fonctionnent différemment. Premier trait psychologique, l'attachement à son domicile et plus généralement à la propriété. La richesse des vieux, c'est bien plus un toit sur la tête qu'un firmament de sa caisse de retraite. Si bien que devoir vendre son domicile pour partir en maison de retraite apparaît souvent comme un échec. Renoncer à être propriétaire, beaucoup en sont incapables. D'ailleurs, la majorité des personnes décèdent chez elles, toujours propriétaires de leur logement. Certes, les mobilités résidentielles dans la vieillesse sont de plus en plus nombreuses, mais elles restent encore rares. Second trait psychologique, l'envie de transmettre. Là aussi, c'est une force puissante pour les personnes qui s'approchent de la fin de leur vie. Transmettre à leur descendance permet de laisser une trace de leur existence. Sans compter la dimension émotionnelle de la transmission. Ils sont fiers du patrimoine accumulé, ce qui est déjà en soi un accomplissement, et espèrent bien en transmettant que leurs enfants soient à leur tour fiers d'eux. Et après tout, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Les plus cyniques diront qu'ils essayent d'acheter la mort de leurs proches. Ceux qui ont passé du temps auprès d'eux comprennent qu'il s'agit là d'un moyen de se sentir utile. Transmettre est l'ultime étape de leur mission de vie. Vous allez me dire qu'ils ne sont pas tous comme ça, et oui, c'est l'avertissement que je faisais il y a quelques minutes à peine. Mais quand même, sur ce trait psychologique, il est plutôt fort. Pour un client, nous avons fait une étude sur ceux qui ont recours au viager, et donc font le choix de ne pas transmettre leur patrimoine. Et bien, même dans ces cas-là, le viager est un acte de gestion patrimoniale. On recourt au viager soit parce qu'on a des enfants et qu'on ne désire pas qu'ils héritent de notre patrimoine, soit parce qu'on n'en a pas et que liquider le patrimoine permet un regain de niveau de vie, soit parce qu'on n'en a pas mais qu'on veut léguer son patrimoine en dehors de la filiation naturelle. Dans tous les cas, c'est un acte patrimonial. Dans tous les cas, il s'agit de jouer avec la norme sociale et psychologique de la transmission. Troisième trait psychologique, la gestion en bon père de famille. Et là, vous allez crier à la caricature, et pourtant, que ce soit en observant leur consommation ou en cherchant à comprendre ce qu'il se passe dans leur tête face à une dépense, il est évident qu'ils sont loin d'être des flambeurs. L'argent a de la valeur, c'est un outil rare et précieux qu'il faut utiliser avec sagesse.
Parfois, la sagesse, c'est de ne pas mourir le plus riche du cimetière ou avec le regret de ne pas avoir fait cette croisière dont on rêve tant, mais c'est plutôt rare. La plupart du temps, cela se traduit par une grande fidélité dans la consommation. On garde la même assurance, le même banquier, les mêmes produits, les mêmes artisans, jour après jour, année après année. Et ce choix, par défaut, laisse une grande place à la prescription. Puisqu'il est question de confiance, la personne qui nous parle du produit joue un rôle très important. On est prêt à changer nos habitudes de consommation uniquement, ou presque, quand nos enfants, nos voisins, notre médecin nous le conseillent. Alors si vous vendez un produit ou un service, pensez à bien identifier le prescripteur de ce produit. Pour conclure cette petite intervention vidéo, je vais revenir sur 2 erreurs que je vois trop souvent dans la commercialisation d'un produit ou service. D'abord, arrêtez de croire que les vieux financent leur dépendance. En ce moment, on voit quelques études qui affirment que la dépendance coûte tant, que bien vieillir coûte tant, et que seule une minorité des vieux épargnent pour leur dépendance. Sauf que c'est très mal comprendre la psychologie de vos consommateurs les plus âgés, car jamais ceux-là ne sont prêts à financer leur dépendance. Tout simplement parce que leur dépendance, ce n'est pas un produit. On ne peut pas aller au magasin acheter un gros pack qu'on appellerait dépendance. Ce qu'il se passe, c'est que de plus en plus fatigués, ils vont commencer par prendre une ménagère, puis quelques années plus tard font quelques travaux d'aménagement, puis s'équipent d'un système de téléassistance, etc. Les vieux ne financent pas leur dépendance, ils achètent des produits et services qui les aident à résoudre des problèmes bien spécifiques, et ceux-ci ne sont jamais nommés dépendance. Deuxième erreur, arrêtez de croire que les vieux achètent votre produit parce qu'ils veulent bien vieillir. Parce que bien vieillir, ce n'est pas une proposition de bien-leur. Bien vieillir, ça ne signifie rien pour un vieux. Prenons un exemple. Pourquoi est-ce que vous avez acheté les chaussures de footing que vous portez actuellement pour courir? Vous courez peut-être parce que vous voulez être en bonne santé, mais pourquoi avez-vous acheté ces chaussures-là? Peut-être parce qu'elles vous promettent des gains de performance, peut-être parce qu'elles vous promettent de protéger vos articulations, peut-être que vous ne vous sentirez pas ridicule en les portant, peut-être parce que vous n'y connaissez rien et que vous faites confiance à une marque bien connue. Vous n'avez pas choisi ces chaussures parce que vous voulez être en bonne santé. Et bah c'est exactement le même phénomène qui se passe avec les vieux. Vous ne vendez jamais vos produits avec une promesse aussi ridicule que bien vieillir. Voilà, maintenant vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas.